permettez-moi de vous souhaiter de vive voix, au-delà des cartes de vœux que nous recevons les uns et les autres, tous mes vœux pour 2021 et nous mettrons évidemment la santé sur le dessus de la pile, si vous me permettez cette expression triviale. À l'occasion de la reprise donc, de nos travaux parlementaires, nous accueillons aujourd'hui M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, afin de faire un point sur la politique du gouvernement dans les Outre-mer. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir répondu favorablement à notre invitation dans le contexte sanitaire toujours très préoccupant que nous connaissons. C'est la première fois que la délégation a l'honneur de vous recevoir dans vos nouvelles fonctions, mais elle avait eu l'occasion de vous entendre sur les risques naturels majeurs dans les Outre-mer en votre qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire en janvier 2018. Ce n'est pas si loin que ça. Face aux légitimes inquiétudes de nos concitoyens, la présente audition est d'abord l'occasion d'échanger sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 Outre-mer et actualité oblige sur la stratégie vaccinale retenue dans chaque territoire, en particulier concernant la déclinaison du triptyque du ministre de la Santé, accélérer, amplifier et simplifier. Mon prédécesseur Michel Magras avait coutume de dire que les Outre-mer ont besoin d'une vision claire, d'engagement solide et surtout de réalisations concrètes. Nous espérons que vous pourrez, Monsieur le Ministre, nous donner davantage d'éclairage sur la situation et les perspectives pour les Outre-mer concernant une campagne qui, comme vous le savez, fait dans l'Hexagone l'objet de nombreuses critiques. La présente audition s'inscrit également dans le prolongement de l'étude de notre délégation sur l'urgence économique Outre-mer à la suite de la crise sanitaire, dont Viviane Artigalas, Nassima Dindar et moi-même étions les rapporteurs. Nous recevions ici même le 10 décembre dernier le président de la FEDOM, M. Jean-Pierre Philibert, qui a émis des doutes sur la réalité de la somme des 1,5 milliard d'euros consacrés au plan de relance en Outre-mer. Pour sa part, il n'avait identifié qu'environ 200 millions d'euros de crédits véritablement nouveaux. Nous souhaiterions donc recueillir aujourd'hui vos assurances, même si vous aviez abordé le sujet lors de l'examen des crédits de la mission Outre-mer. Parmi nos préoccupations concernant l'effectivité de la réalisation de ce plan figure le manque d'ingénierie des collectivités ultramarines et les modalités du plan de garantie de 200 millions d'euros visant à compenser les pertes des recettes fiscales des collectivités ultramarines. Par ailleurs, la France devrait bénéficier du plan de relance européen, mais nous aimerions savoir comment les Outre-mer vont bénéficier et comprendre l'articulation des financements du plan de relance national avec ceux du plan REACT-UE et du budget européen 2021-2027. Autre sujet d'actualité, le projet de loi 4D, notamment son volet différenciation territoriale, thème également cher au président Magras, sur lequel vous avez souhaité recueillir les propositions des parlementaires en novembre et qui sera soumis prochainement au Parlement. Nous aimerions que vous nous détailliez les dispositions spécifiques aux Outre-mer inscrites dans le projet de loi 4D, concernant notamment le transfert du foncier via l'agence des 50 pas géométriques aux Antilles, à la régularisation des possesseurs sans titre à Mayotte. Au-delà du contenu de ce projet de loi et à la suite du rapport de la délégation sur ce sujet, nous sommes nombreux à attendre la position du gouvernement sur les propositions sénatoriales qui y figurent et en particulier celle concernant une évolution constitutionnelle permettant de consacrer pleinement la possibilité des statuts à la carte pour les collectivités ultramarines. Enfin, la question du logement dans les Outre-mer figure au programme de travail de notre délégation sénatoriale pour 2021. Nos collègues Guillaume Gontard, Micheline Jacques et Victorin Lurel ont été désignés rapporteurs. Comme cela a été amplement souligné lors de la discussion budgétaire, la sous-consommation des crédits affectés au logement y est récurrente malgré les besoins considérables. Les résultats sur le plan quantitatif et qualitatif du premier PLOM 2015-2020 ont été peu satisfaisants, ce qu'a reconnu Mme Annick Girardin elle-même en juillet 2019. Et le nouveau PLOM 2019-2022 peine à se déployer et à notre connaissance, son comité de pilotage n'a toujours pas été réuni. Nous souhaiterions, dans le cadre de cette étude, nous attacher aux dynamiques à soutenir et amplifier pour construire plus et mieux en Outre-mer. L'étude pourrait par ailleurs être l'occasion d'insister sur le rôle des Outre-mer comme laboratoire d'innovation et de différenciation. Je laisserai au rapporteur présent le soin de vous interroger plus précisément sur les différents aspects de cette réflexion qui va nous occuper au cours des prochains mois.
Je vous propose donc de faire le point dans votre exposé liminaire, Monsieur le Ministre, sur ces différents sujets, en vous basant sur la trame qui vous a été adressée. Je ne doute pas que mes collègues présents et ceux qui participent en visioconférence et que je salue également auront l'occasion de vous adresser de nombreuses questions. Avant de vous céder la parole, je vous précise que la présente audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle sera consultable en vidéo à la demande. Et pour respecter les contraintes d'agenda du ministre, je vous indique que nous disposons d'un créneau horaire d'environ 2 heures, ce qui devrait nous permettre malgré tout d'aborder un certain nombre de sujets. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je me permets de vous présenter mes vœux. Je ne sais pas quelle est la coutume au Sénat sur le masque pour l'orateur, s'il y a une tolérance pour si tout le monde le garde et moi je le pose juste en tenant les distances, on devrait pouvoir le faire. À mon tour de vous adresser évidemment mes meilleurs vœux pour cette année. Heureux d'ouvrir aussi le bal des travaux de la délégation en saluant une nouvelle fois, je l'avais fait à la tribune du Sénat pendant la discussion budgétaire, mais évidemment le travail que votre prédécesseur, le sénateur Magras, a pu accomplir. Et ma joie de vous retrouver ce matin en saluant évidemment les présidents de groupe, le vice-président du Sénat, mon prédécesseur, le ministre Lurel et l'ensemble des sénatrices et sénateurs ici présents. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc je vais peut-être effectivement me contenter d'un propos liminaire qui dit un tout petit peu ce que j'essaie de faire depuis 6 mois et un peu quel est le plan de charge et le plan de bataille pour l'année 2021, ce qui va permettre de parler d'objectifs politiques. Puis ensuite, à travers les questions, on viendra peut-être aux outils et les moyens qui nous permettent de remplir ces objectifs. Mais trop souvent, d'ailleurs, sur les questions ultramarines, on mélange ce que l'on veut faire pour nos territoires et nos concitoyens et les différents outils que l'on veut mettre en place. Et nos concitoyens et même nos collègues élus locaux, eux, à la rigueur, se moquent bien parfois des outils. Ils ont bien raison. Ils s'intéressent surtout à notre capacité collective à sortir des résultats. Peut-être la première des choses, mais comme ailleurs, évidemment, le Covid est le dossier qui nous évidemment, nous prend le plus de temps et pour cause. Si on devait retenir 2-3 choses sur la gestion du Covid en Outre-mer. Déjà, un élément de constat. On a des chiffres qui sont évidemment très différents en fonction des territoires. Et je passe un temps important ici à Paris ou dans l'Hexagone à expliquer que le virus ne circule pas de manière uniforme. Les sénateurs ultramarins ici le savent, mais le caractère bloc que l'on peut avoir sur l'Hexagone ou sur un plateau continental, par définition en milieu insulaire, et en plus dans des conditions climatiques qui sont très différentes que celles que nous connaissons en ce moment même à Paris, fait que le virus circule très différemment. Et pour cause, entre votre territoire, Monsieur le Président, ou Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, ou en mauvais français, des territoires qui sont Covid-free parce que des mesures de protection à la frontière ont été prises avec des septaines ou des quatorzaines au début de la pandémie, on n'est pas du tout dans la même situation que des territoires dans lesquels on a parfois connu un premier confinement, puis un deuxième confinement de manière différenciée. Je regarde les parlementaires de Guyane et de Mayotte, parce qu'évidemment, ils ont été largement concernés par cette affaire par 2 fois, en couches successives. Et puis aujourd'hui, si on y regarde de près, on a des territoires qui sont toujours Covid-free, des territoires dans lesquels les taux d'incidence sont extraordinairement bas, et c'est le cas à La Réunion, et évidemment aux Antilles, spécifiquement à la Martinique, et en Guadeloupe, et même à Saint-Martin, sur lequel on est sur des taux d'incidence, tenez-vous bien, de moins de 30 pour 100 000. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui que nous connaissons dans l'Hexagone, cela doit nous faire réfléchir, avec pour le coup un système évidemment sanitaire qui tient, avec un taux de positivité qui est au-dessus de 1, mais enfin qui est tenu. Et puis à côté de ça, évidemment, vous avez des territoires qui vivent des rythmes particuliers. La Guyane, je salue les 2 sénateurs de Guyane, j'ai vu Georges Patient en visio et évidemment la sénatrice Finalement ici présente, ancienne maire de Cayenne. Là pour le coup, on a de nouveau une reprise de l'épidémie assez importante, mais là aussi elle est territorialisée. La Guyane, c'est grand comme le Portugal. Est-ce que le taux d'incidence est le même à Saint-Georges-de-l'Oyapock, à Saint-Laurent-du-Maroni ou sur l'île de Cayenne? La réponse est non. Et en fait, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de regarder le taux d'incidence avec beaucoup de précision. On s'aperçoit qu'il est aux alentours de 400 sur l'île de Cayenne, là où il redescend sur certains villages du fleuve. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas appliquer de manière uniforme et brutale les mesures de freinage à des situations très différentes. Alors ça a l'air facile à dire comme ça, mais en fait ça n'a pas été facile à mettre en œuvre. Et donc ça nous a pour le coup permis de réussir quelque chose que je revendique, vous me l'excuserez, mais une très grande déconcentration de la gestion de la crise sanitaire. En clair, c'est le duo
préfets, DG d'ARS, avec les élus. Je tiens à saluer parce que j'ai veillé à ce qu'ils soient associés évidemment partout. Et évidemment les validations, parce que vous contrôlez l'action du gouvernement, et donc il faut bien à un moment donné évidemment que les décisions soient validées. Et cela évidemment fait l'objet des rendus comptes qu'il va bien. Donc sur la stratégie Covid, je pourrais y revenir. Peut-être y mettre un message plus pessimiste et sur lequel j'aurais besoin des parlementaires pour faire passer les messages. C'est que si le taux d'incidence ou si la circulation du virus a été un élément important pour décider des mesures de freinage, ça tombe sous le sens, désormais la question des variants va venir largement impacter notre stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être amené, par exemple, à prendre des mesures plus fortes en Guyane, avant tout parce que le taux d'incidence augmente. Désormais, la chose est connue. La stratégie de différenciation aussi. Je le dis parce que souvent, ça fait bondir. Au moment où nous parlons, les restaurants sont ouverts aux Antilles, évidemment. Ils sont même ouverts en Guyane. Bon, parce qu'on... Tout simplement, les restaurants servent en extérieur parce qu'on a des protocoles sanitaires qui ont été adaptés à une vie climatique qui est complètement différente que celle de Paris en ce moment. Ça, il faut l'expliquer, il faut le porter parce qu'évidemment, ce n'est pas complètement banal. Non, la question du variant, disais-je, est évidemment une question sur laquelle je serai amené avec le ministre de la Santé à prendre la parole et associer les différents élus des différents territoires dans les tout prochains jours. On le voit bien notamment sur Mayotte et à La Réunion, sur lequel actuellement on mène un certain nombre de contrôles, parce que la question du variant dit 501 en Afrique du Sud et donc sur une partie du plateau continental africain, évidemment nous interroge beaucoup sur les mesures de protection à prendre. Donc cela va falloir expliquer à nos concitoyens et également au monde économique que désormais on va prendre peut-être des mesures de protection qui ne sont pas des mesures de protection qui s'appuient sur le taux d'incidence tel qu'on le regarde. C'est la nouveauté, c'est sur les mesures de protection pour se prémunir de la pénétration et de la circulation du dit variant en question, le 501 de type dit sud-africain, mais je pense qu'il ne faut pas l'appeler sud-africain parce que les Sud-Africains ont fait le séquençage de ce variant et je pense que pour un pays ami, il n'est pas de bon ton de commencer à l'affubler d'une nationalité, ce variant. Donc on va le qualifier de 501. Là aussi, je pourrais répondre à vos questions. Puis bien sûr, il y a la stratégie de vaccination. Sur lequel je pourrais évidemment répondre à vos questions, sur lequel, si on se dit quelques mots très rapidement, déjà il y avait des enjeux logistiques, et pour cause, ces fameux congélateurs, alors quand on est sur des doses qui fonctionnent à moins 20 degrés, évidemment on retombe sur des technologies que l'on a déjà bien souvent de manière domestique. Lorsqu'on est sur des doses à moins 85 degrés, l'acheminement des réfrigérateurs, congélateurs, évidemment ad hoc, était un enjeu logistique que, grâce aux armées, nous avons relevé. Désormais, les différents territoires sont équipés. Et donc, en fait, on a une stratégie de vaccination qui se déploie au même rythme que sur l'Hexagone. Là aussi, ce n'était pas forcément gagné sur le terrain logistique, mais je tiens à saluer, évidemment, les professionnels de santé, mais aussi tout simplement les centres hospitaliers. Parce que dans une culture insulaire, le centre hospitalier, il est quand même le point de convergence du bassin sanitaire. Et donc là aussi, j'ai pu m'en rendre compte à Pointe-à-Pitre encore pour le jour de l'an, en Martinique également. Enfin, en clair, les centres hospitaliers sont plutôt armés pour le faire et on a cette convergence qui va bien. La vraie question, et le sénateur Tani en sait quelque chose, c'est évidemment que dans certains territoires, il n'y a pas d'EHPAD, où on a une autre manière de prendre soin de ces anciens, dans un milieu évidemment de solidarité intergénérationnelle. Enfin, les choses se bâtissent différemment. Et donc là, évidemment, on va adapter les stratégies de vaccination aux réalités. On ne peut pas dire on commence par les EHPAD. S'il n'y a pas d'EHPAD, ça veut dire qu'on n'a pas commencé. Donc là, évidemment, on trouve les solutions qui vont bien. Je ne suis pas trop long parce que je connais mon caractère bavard. Mais sur le Covid, évidemment, si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'on a cherché à avoir une stratégie locale très différenciée, qui n'est pas sans poser des questions parfois depuis Paris, y compris des journalistes, des observateurs, et qui en même temps, me semble-t-il, est évidemment bien vécue localement parce qu'elle s'appuie sur la réalité de la circulation du virus. Ce qui a pu nous conduire à des choses étonnantes, en tout cas aux Antilles, c'est d'avoir la Martinique reconfinée parce que les chiffres n'étaient pas bons alors que la Guadeloupe ne l'était pas. Et ce qui d'ailleurs a pu susciter des questions entre les deux territoires en se disant mais pourquoi les autres et pas nous ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas la même circulation du virus et qu'on a adapté les choses. Il ne faut pas que le Covid nous empêche de travailler sur deux autres sujets, me semble-t-il. Ce sont évidemment les grands sujets de transformation, sur lesquels d'ailleurs, moi je le dis, et Victorin Lurel m'a entendu le dire dans l'hémicycle lors de la discussion budgétaire, je m'inscris avec beaucoup d'humilité dans la continuité de ce que mes prédécesseurs et ce que les gouvernements
précédents ont tenté de faire et ont réussi parfois avec plus de difficultés. On sait très bien qu'il y a des sujets qui sont des sujets de long cours sur les enjeux des différents territoires d'outre-mer, et j'y reviendrai dans un instant. Et au fond, la relance économique, c'est là où je fais le tuilage, elle est un objet, j'en dis un mot tout de suite, mais elle est aussi un outil. C'est-à-dire qu'elle est un objet pour le sauvetage du tissu économique, mais ça, on le fait déjà avec les mesures d'urgence. Au passage, je rappelle qu'on a adapté aussi les mesures d'urgence. Je recite Mayotte ou Guyane, sur lequel on avait pris des mesures de différenciation sur le fonds de solidarité. Et pour cause, quand on est reconfiné une deuxième fois, par définition, ce que l'Hexagone n'avait pas connu, il fallait bien adapter les choses. Puis parfois, on a aussi des secteurs qui sont quand même plus ou moins ouverts. On parlera, j'imagine, de tourisme. C'est pas pour autant qu'on a débranché les mesures d'accompagnement qui allaient bien en face, parce que c'est pas parce qu'on est ouvert qu'on fonctionne comme d'habitude. Donc ça aussi, il a fallu différencier les mesures d'accompagnement d'urgence. Vous connaissez les sommes, on a beaucoup parlé de tout ça pendant la discussion du PLF, je n'y reviens pas. Donc le plan de relance, j'ai entendu vos questions, Président Artano. Il y a un enjeu, c'est évidemment de réussir sa territorialisation. Alors que les sénateurs de l'Hexagone ici présents ne le prennent pas mal ou ne repartent pas avec des inquiétudes. Après tout, moi aussi, j'ai un petit côté sénateur hexagonal. Je pense qu'on a plus de chances de réussir vite la territorialisation du plan de relance en Outre-mer que dans l'Hexagone. Ça ne veut pas dire qu'on va la rater dans l'Hexagone, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que les projets sont connus en Outre-mer, que par définition, le nombre d'acteurs n'est pas infini. Enfin, je veux dire, si entre le préfet, le président de la collectivité territoriale du coin, ou le président de région, le président de département, le cas échéant, les patrons de PCI, les parlementaires et les 2-3 grandes filières qui structurent une île ou le territoire de la Guyane, si on n'est pas capable de très vite sentir les quelques projets dont on a vraiment besoin et qui font consensus, et pour cause, parce que parfois ils existent depuis des années et ils ont fait l'objet de 10 campagnes électorales des uns et des autres, bon, je vous parle très librement, normalement on est capable très vite de voir qu'il y a un problème d'eau en Guadeloupe, quoi. Enfin, je veux dire, donc on a besoin de remettre de l'argent sur les réseaux d'eau en Guadeloupe. Très vite, on est capable de voir qu'on a un plan séisme anti qu'il faut accélérer. Très vite, on voit bien qu'on a un enjeu de logement à La Réunion. Pas que. Enfin, je donne des exemples comme ça parce que il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. La meilleure des relances, parfois, c'est l'accélération de ce qui est déjà engagé. On ne va pas commencer à réinventer la poudre en disant c'est le plan de relance, faisons que ça soit plus ceci, plus cela, moins machin. Non. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique très claire, c'est de se dire qu'il y a des grands enjeux, ils sont identifiés, ils existent. Parfois, il faudra tout simplement être dans une logique d'accélération. Donc ça aussi, j'y reviendrai. Et je crois que la question du logement, d'ailleurs, en cela, est assez importante. Non, il faut que la relance, c'est mon troisième point, permette de nous emmener sur des chantiers de transformation. Moi, je reste très militant d'avancer très vite avec cette dimension de l'État qui protège sur les risques naturels. J'étais en Martinique aux côtés des sinistrés des intempéries récents. Nos concitoyens en Hexagone oublient trop souvent que dans la République aujourd'hui, on a des citoyens qui sont exposés à des risques sismiques, à des risques volcaniques, à des risques d'érosion, évidemment. Je reviendrai sur la transition écologique, cher au président Gontard, mais évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut avancer, j'y reviens dans un instant. Au risque, évidemment, ouragan, cyclone en fonction des hémisphères. Enfin, globalement, à part les avalanches, tous les risques naturels sont présents d'une manière ou d'une autre en Outre-mer. Bon. Et le réchauffement climatique, on le voit bien, vient accélérer en plus ces risques naturels. Et donc, c'est toute la question de la résilience qui est posée. Et donc, cette accélération-là, on ne peut pas la regarder de manière passive. Donc, des choses sont déjà aussi là enclenchées. Si je devais reciter le plan séisme anti, mais pas que, les enjeux autour des érosions des traits de côte, qui sont des sujets évidemment hyper importants, sans compter évidemment des sujets liés à la biodiversité. Ça, sur les risques naturels, on doit pouvoir avancer vite. Il y a des mesures effectivement qui vont peut-être trouver niche dans le projet de loi 4D. Là, je sais qu'il y avait des questions sur un projet de loi sur les risques naturels majeurs. La réalité, c'est qu'en fait, moi j'ai pris ma part quand je suis devenu ministre des Outre-mer, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui relèvent du réglementaire. Pour des raisons politiques, il était de bon ton peut-être de les mettre dans un texte de loi, parce que ça nous permettait de le faire tous ensemble. Moi, je vous parle très franchement, je ne sais pas expliquer à nos concitoyens, aux élus locaux, etc., qu'on va retarder des mesures parce qu'on les met dans une loi alors que j'aurais pu les prendre par décret. Je vous le dis très, très, très tranquillement. Donc on va avancer sur le terrain réglementaire, ce qui ne veut pas dire, Président, que la délégation ou le Parlement ne sera pas associé. Là aussi, évidemment, si vous souhaitez un jour qu'on ait une séance de travail dédiée à cette seule question des risques naturels de nouveau, avec un peu d'opérationnalité, je suis évidemment prêt à le faire. La deuxième des choses,
Et alors, à La Réunion, on a quelques promesses agricoles, à mon avis, qui sont intéressantes. C'est travailler sur... alors, je me méfie du mot souveraineté, parce que parfois, il est, chez certaines sensibilités politiques ultramarines, il est récupéré à mauvais compte, parce que la souveraineté suscite peut-être une question liée à l'indépendance. Donc, on peut parler d'autosuffisance. Enfin, vous y mettrez le mot que vous voulez, mais dans les territoires insulaires, en tout cas, il n'est pas normal d'être aussi dépendant. On va le dire comme ça. Alors, il y a les questions énergétiques. Enfin, il y a quand même aussi les questions alimentaires. Et le confinement aussi, comme dans le territoire hexagonal, il a montré une nouvelle pratique de la consommation. On a reconsommé local, on s'est recomporté de manière complètement différente. Sur ces sujets-là aussi, de l'argent du plan de relance sera mis pour accélérer un certain nombre de transformations agricoles. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. En tout cas, je ne veux pas être trop long. Je répondrai à vos questions sur les outils de relance, la partie européenne du plan de relance, la question des COM dans le plan de relance. Enfin, j'ignore pas que tous ces sujets me sont complètement identifiés, mais peut-être que je les garde pour l'échange. Bon, puis ensuite, il y a les sujets connexes, mais évidemment qui s'invitent largement dans l'agenda du ministre et donc aussi de la délégation des Outre-mer. 6 mois à Oudinot, globalement un tiers de mon temps sur la Nouvelle-Calédonie. Processus institutionnel que vous connaissez, accord Matignon-Oudinot 88, accord de Nouméa 98, puis on arrive à la fin du pot de yaourt, c'est-à-dire en clair, l'accord de Nouméa, il va de quelque manière que ce soit touché à sa fin, puisqu'il avait prévu effectivement un système de référendum en crémaillère qui permettait de respecter un engagement pris par la France devant les Nations Unies d'un processus d'autodétermination et de reconnaissance d'un peuple autochtone. Et évidemment, ce système à 3 référendums nous amène petit à petit pas loin du 3e. Et évidemment, quand on n'est pas loin de la fin de quelque chose, ça pose beaucoup de questions sur la suite. Ça veut donc dire qu'il y ait un référendum, que la réponse soit oui, qu'elle soit non, ou qu'il n'y ait pas de 3e référendum, parce qu'après tout, c'est au Congrès de Nouvelle-Calédonie de décider. Quoi qu'il arrive, l'accord de Nouméa touche à sa fin. Et donc, quoi qu'il arrive, il faudra bien imaginer un nouvel accord. Un nouvel accord, soit parce que l'indépendance l'emporte, il faudra bien un accord de transition, soit parce que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, il faudra bien un accord pour imaginer la suite de l'histoire, soit parce qu'il n'y a pas de 3e référendum, il faudra bien un accord aussi parce que l'accord de Nouméa est terminé. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, la génération de parlementaires que vous êtes, plus ou moins court ou moyen terme, devra s'intéresser, parce qu'on a largement interroger la Constitution et les lois organiques successives sur la question calédonienne, vous serez de toutes les manières amené à vous intéresser et à travailler sur la question de la Nouvelle-Calédonie d'une manière ou d'une autre. Et donc évidemment, cela me revient sous l'autorité du Premier ministre, évidemment, et du Président de la République. Là aussi, je pourrais répondre à vos questions. L'actualité de l'usine du Sud, Jean-François Longeau, le président Longeau hier a posé une question au Premier ministre sur ce sujet, n'est jamais qu'un épisode lourd, grave, important, mais d'un processus institutionnel lui-même beaucoup plus global et non moins complexe. D'autres sujets s'invitent, mais je vais me taire. Des sujets qui me tiennent à cœur, la question de l'eau aux Antilles, et pas qu'aux Antilles, à Mayotte, mais les sources, évidemment, du problème ne sont pas forcément les mêmes. Les questions régaliennes, évidemment, la question de l'immigration. Je ne veux pas reciter Mayotte et la Guyane comme exemple, mais là aussi, les attentes des élus et des parlementaires sont fortes. L'encore toute récente ancienne maire de Cayenne m'a posé aussi une question au gouvernement sur ce sujet il y a peu de temps. Autant de sujets évidemment sur lesquels on est mobilisé, même si la crise Covid vient là aussi modifier le plan de charge et le plan de bataille des forces de sécurité intérieure, de l'ensemble du personnel de l'État, et pour cause, personne ne comprendrait que l'on suive aussi trop de lièvres à la fois. Si tout est important, c'est que rien ne l'est. Voilà, Monsieur le Président, de manière liminaire, ce que je pouvais vous dire. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir planté le décor, si je puis ainsi dire. Et je vous propose de procéder par série de 5 questions pour qu'il y ait une dynamique, sinon ça risque d'enliser. Et puis, je pense que... vous endormir. Loin de moi cette idée, Monsieur le Ministre, je connais votre tonicité dans le débat. Commencez à donner la parole à Madame Lopez pour la première question. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Alors, je ne vais pas vous parler du Covid ni de la pandémie parce que je crois qu'on en est un peu saturé parce qu'on n'entend que cela partout. Je vais plutôt vous parler de l'avenir qui concerne la mer, puisqu'il semblerait, et d'ailleurs la pandémie l'a prouvé, que la mer était notre avenir.
Et j'aurais aimé savoir où on en est de la création de hubs en Outre-mer, avec des infrastructures sanitaires, militaires, construction, réparation navale. Qu'en est-il aussi de notre volonté de promouvoir des offres de formation maritime régionale? Et la dernière question sera: quelles actions menez-vous pour faciliter la venue des jeunes en métropole pour se former au métier de la mer, à moins qu'il y ait des écoles d'enseignement de la mer en Outre-mer? Je vous remercie. Merci. Madame Jasmin. Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le ministre, et bonne année à vous tous. Alors, je ne sais pas, vous m'entendez bien? Parfaitement. D'accord. Oui, j'ai un retour. Oui, alors, je vais féliciter d'une part les Antillais, et particulièrement les Guadeloupéens, qui ont su faire descendre évidemment les chiffres de la Covid chez nous, dans la mesure où, pour le moment, il n'y a pas toutes les restrictions que nous connaissons ici à Paris et dans l'Hexagone. Donc, c'est grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, des élus. Et c'est vrai que ce soit au niveau de la préfecture, de l'ARS, en fait, il y a eu des efforts qui ont été demandés avec l'accord de la plupart des élus et les résultats sont là. Donc, je dois féliciter quand même tout le monde. Concernant le plan de relance, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit il y a quelques jours au sein du comité qui s'est réuni avec la préfecture. Donc, il y a quand même des inquiétudes concernant, monsieur le ministre, les travailleurs indépendants et c'est pour le moment une situation critique qui va arriver dans la mesure où beaucoup de très petites entreprises auront des difficultés. Parce qu'il n'y a pas la même dynamique, même si le tourisme a repris pendant cette période-là, c'est vrai, on aura un certain nombre de difficultés et parce qu'il y a également des entreprises, par contre, qui ont pu faire le prêt garanti par l'État, qui auront également des difficultés parce que la relance ne s'est pas encore vraiment faite dans la dynamique de la consommation. Pour revenir sur les risques naturels majeurs et particulièrement le plan séisme anti, j'ai été une des co-rapporteurs pour la mission qui a été effectuée par le Sénat en 2018 pour le premier volet concernant les risques naturels majeurs. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations et Monsieur le Président de la République avait proposé bien avant, suite aux difficultés des risques liés à Irma et Maria, de faire une proposition de loi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, et il y a dans les recommandations que nous avons faites un certain nombre de situations qui seraient bon de mettre en évidence et de résoudre assez rapidement, notamment l'utilisation des fonds Barnier. Parce que dans nos recommandations, nous avons évidemment, suite aux différentes auditions que nous avions faites et de nos déplacements sur le terrain, nous avons constaté que les collectivités avaient beaucoup de mal à utiliser ces fonds Barnier. Donc là, nous avions demandé qu'il y ait une révision des modalités, ce qui n'est toujours pas fait. Et vous savez très bien que beaucoup de collectivités en Outre-mer ont des difficultés financières et il faudrait peut-être qu'on trouve les voies et les moyens pour, en tout cas, faciliter l'accès à ces fonds qui sont là et que les collectivités ne peuvent pas utiliser pour avancer dans les différents travaux, en tout cas dans tout ce qui est nécessaire à mettre en œuvre pour améliorer la situation. Vous avez évoqué également le trait de côte. C'est vrai que l'érosion du trait de côte nous concerne beaucoup, concerne également la Guadeloupe, parce que la ville de Petit-Bourg est en train de déplacer une partie de sa population, parce que nous avons été sur place, nous l'avons également vu, mais c'est une réalité et il est urgent de prendre des mesures. Donc, pas que Petit-Bourg, il y a d'autres communes également. Nous voyons à Sainte-Anne comment la mer arrive. Donc, il y a des mesures urgentes à prendre et en même temps, il y a une certaine réticence. Donc, j'ai reçu il y a 24 heures à peu près le rapport du délégué interministériel que je n'ai pas encore vraiment pu lire et décortiquer. Je crois qu'il est urgent de prendre la mesure de cette urgence parce qu'on parle de réchauffement, mais nous les vivons au quotidien et déjà. Donc, il est urgent de mettre en œuvre et de tenter de faire en tout cas ce qu'il faut pour que ces préconisations et ces recommandations, en tout cas les plus importantes, soient mises en évidence. Soit en tout cas, non pas mises en évidence, mais soient facilitées pour permettre aux uns et aux autres de les réaliser.
la dernière chose, alors il y a eu la proposition de loi 3D, ensuite 4D. Alors je voulais savoir ce que vous entendez, quelle est la définition que vous donnez à la décomplexification. Parce que là, vous avez ajouté, et pour le moment, je n'ai pas une véritable compréhension de ce qui est attendu avec cette décomplexification. Et puis, il y a la question de l'eau, c'est une urgence, c'est nous, en Guadeloupe particulièrement. Il y a un certain nombre d'avancées avec l'ensemble des collectivités qui veulent aller vers un syndicat unique, mais il y a encore un certain nombre de divergences sur certains points précis. Mais je tiens à souligner ici, au sein de cette réunion, que pratiquement tous les EPCI, la région et le département sont d'accord pour un syndicat unique. Seulement, il y a un certain nombre d'éléments qui freinent les uns et les autres, en tout cas certains, concernant les dettes de certains EPCI, et il y a une certaine transparence, une clarté à apporter. Donc, mais il y a une volonté réelle au niveau de notre département, en tout cas, de faire avancer ce dossier, et ce serait dommage qu'il n'y ait pas dans les dispositifs de droit commun, eh bien, la possibilité, tout simplement parce qu'il y aurait un certain nombre de divergences d'opinion pour certains points, mais pas sur l'intégralité. Voilà. Et la dernière chose, Monsieur le ministre, je sais attirer votre attention sur aussi l'emploi des jeunes et des moins jeunes, mais surtout les procédures de proposition des postes en Guadeloupe particulièrement, parce que beaucoup de postes qui sont à pourvoir ne sont pas mis à la disposition. L'information n'est pas transparente, n'est pas mise à la disposition de la population sur les sites de Pôle emploi, sur les sites également des services de l'État qui font des recrutements. Et ces recrutements des services de l'État se font dans toute l'opacité, en tout cas, parce que au moment où on parle de nos jeunes qui viennent dans l'Hexagone faire des études, donc là pour la plupart, eh bien les titres et les diplômes sont obtenus et ont les mêmes valeurs pour les ultramarins et pour les hexagonaux, et on voit très bien que dans la façon de procéder pour les recrutements, eh bien, on ne donne pas pour les diplômes, à diplôme égal, compétence égale, les hexagonaux sont quelquefois recrutés directement depuis l'Hexagone, alors qu'il y a une méconnaissance de ces postes-là, de leur disponibilité sur nos territoires. Donc, je voudrais qu'il y ait une certaine transparence désormais sur cette possibilité de recruter, et que nos jeunes diplômés, mais aussi les moins jeunes, toutes les personnes en tout cas qui sont en capacité de pouvoir occuper certains postes à responsabilité, aient la possibilité de le faire dans la transparence qui est exigée et qui est dans le droit commun, et pas par des circuits qui sont opaques et pas forcément transparents pour tout le monde. Voilà, je m'arrêterai là, Monsieur le ministre, et merci, Monsieur le Président, de m'avoir la parole. Merci. Merci, chère Victoire. Nous partons maintenant à La Réunion. Monsieur Denmont. Oui, bonjour, Monsieur le ministre, cher Sébastien, Monsieur le Président, cher Stéphane. Bonjour à tous, bonne année. Je vais être bref parce qu'on est nombreux, donc chacun aura peut-être sa question. Je vais pour me concentrer juste sur la question logement, pour sortir de la sinistrose engendrée par la Covid-19. Et vous parlez de logement. En janvier 2019, le plan logement outre-mer était en fait décliné à La Réunion, ce qu'on appelle le PLOM. Je voudrais savoir aujourd'hui, depuis janvier 2019, un bilan de ce qui a été fait et ce qui va être fait dans les années futures. Voilà, je resterai juge dans ce secteur logement, parce que si j'aborde toutes les questions, évidemment, les 2 heures ne suffiront pas. Donc, je l'aborde. Merci de votre réponse. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur Théophile. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous avez eu vent, je crois, du projet de décision préparée par la Commission européenne concernant le régime d'exonération de l'octroi de mer. Selon cette décision, une production qui couvrirait plus de 90% des besoins de la consommation locale ne pourrait plus bénéficier de cette exonération. La Commission européenne aurait prévu d'accorder un certain nombre d'exceptions sans que cela ne soit de nature à nous rassurer.
Et selon Eurodom, 35% des 2 milliards d'euros de production locale des industries dans les DOM sont concernés. Alors, pouvez-vous nous dire davantage sur ce projet? Puis, j'aurais une dernière question, c'est presque une préoccupation, puisque l'article 80 de la dernière loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice. Vous le savez, les étudiants de la faculté de médecine des Antilles et de la Guyane sont actuellement obligés de se rendre dans l'Hexagone une fois leur 3e année terminée, ce qui pose un certain nombre de difficultés pour les étudiants eux-mêmes, bien sûr, et pour nos territoires ensuite. Ce rapport devait être publié au plus tard en juillet 2020. Il ne l'est toujours pas. Avez-vous, puisque j'ai pas mal de fois rappelé le ministre concerné, la ministre précisément, donc avez-vous des informations à nous donner, puisque ça traîne un peu de report en report? Merci. Merci. Et nous terminons cette première série d'orateurs avec le président Passion. S'il est avec nous, je ne l'aperçois pas à l'écran. Oui, vous m'entendez? Ah, vous avez la parole, monsieur Passion. Oui, bonjour, bonjour monsieur le ministre, bonjour à tous les participants. Un grand bonjour de la Guyane où j'y suis actuellement. Mon propos portera essentiellement sur les COROM, les fameux contrats d'accompagnement financier, mais je ne peux m'empêcher quand même d'interpeller le ministre sur des questions d'actualité très criantes en Guyane. Première question sur l'actualité, c'est bien sûr le traitement de la Covid. Il en a parlé. Mais la situation allant s'empirant en Guyane, tout le monde redoute et annonce déjà un certain nombre de mesures restrictives. Qu'est-ce qu'il en est? Et puis également la question du carnaval, avec les mesures qui sont prises, des mesures dissuasives, même quelquefois très sensibles, qui ont soulevé une polémique en Guyane, comme l'envoi de chiens contre les carnavaliers. Il y a également une question très très criante en Guyane, c'est la question du traitement de l'immigration clandestine, avec l'arrivée sur le territoire de la Guyane de Cubains qui ont été relâchés sur le territoire d'une commune par les forces armées. Ça aussi, c'est un sujet très très important. Et troisième question d'actualité, c'est la réforme du code minier. Bon, les miniers attendaient l'arrivée de la ministre pour savoir ce qu'il en était en termes d'exploitation aurifère. Comme vous le savez, elle a annulé son voyage au tout dernier moment. Et là, c'est quand même une situation un petit peu tendue. Ça, c'est trois petites questions que je ne pouvais ne pas poser au ministre. Mais ma question essentielle porte effectivement sur le quorum. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la relance, mais concernant surtout les entreprises. Il ne faut quand même pas oublier les collectivités qui, on le sait, chez nous, sont les fers de lance de la relance. Alors, la mesure prise en loi de finances a été saluée à l'unanimité par tous les parlementaires, tous les sénateurs, mais maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les 30 millions seront utilisés? Ils sont prévus pour 3 ans, mais quand on connaît le montant des déficits de certaines collectivités, est-ce que ce montant sera suffisant? Est-ce qu'il sera revu, corrigé? Je ne voudrais pas parler uniquement de cette participation financière de l'État, parce que ce n'est qu'un aspect de ces contrats d'accompagnement. Il y a également le volontariat et surtout l'amélioration de la gestion des collectivités qui est visée à travers cet accompagnement financier. Le fait de placer en permanence un cadre de l'AFD au niveau de ces collectivités, est-ce une mesure de tutelle, comme certains déjà dénoncent cette disposition? Et est-ce que justement les autres revendications en termes
comment dirais-je, d'amélioration des ressources des collectivités sera suspendu durant cette période, parce que comme on le sait quand même, il y a toujours un delta en termes de péréquation, et le rattrapage est fait sur 5 ans. J'avais demandé qu'il soit revu dans un espace plus réduit. Est-ce qu'on pourra revenir sur ces quand même dispositions qui permettront aux collectivités locales d'outre-mer de retrouver une meilleure assise financière et d'améliorer également leur gestion. Voilà, Monsieur le Ministre, j'espère que je n'ai pas été trop loin. Merci. Donc nous avons achevé la première série des 5 orateurs. Je vais maintenant laisser un peu de temps, Monsieur le Ministre, évidemment, de vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour vos questions. Alors, je prends mon peigne et je remonte tout cela. D'abord sur la stratégie maritime. Bon, là, évidemment, c'est un des sujets aussi du plan de relance. On va se parler assez directement. Il n'y a pas une situation qui ne correspond pas à des territoires très différenciés. Je pense qu'à La Réunion, on a une organisation... Alors, j'ai du mal à parler désormais de cluster, puisque le mot est malheureusement un peu connoté sur le terrain sanitaire. Mais enfin, il y avait quand même la préfiguration d'une offre consolidée d'acteurs de la mer, on va dire ça comme ça, qui est quand même tout à fait robuste à La Réunion, qui s'appuie autant sur les infrastructures que sur les métiers, évidemment, de la pêche. On a également le monde de la recherche sur les fonds sous-marins, avec en plus des partenariats qui sont importants. Bon, il y a des choses qui vont être envoyées au Fontenoy, que l'ancienne ministre des Outre-mer, devenue ministre de la Mer, justement, est en train de mener. Et c'est avec elle évidemment, vous pourrez avancer sur ces stratégies de hub, et notamment, évidemment, sur les questions portuaires. Pareil sur les filières de formation. Là, on a aussi des choses qui tiennent évidemment la route, en lien avec des sites normands ou bretons. Donc, sur les stratégies maritimes, parce qu'évidemment, il y a un partage entre Annick Girardin et moi, cela va sans dire. Moi, je suis attentif à ce qu'on ait quand même des choses qui se parlent entre les 3 océans. Vous voyez, j'étais à Saint-Martin l'autre jour, où j'ai reçu un briefing sur l'attaque au requin que nous avons malheureusement connue juste avant les fêtes, où malheureusement une personne a perdu la vie. On sait très bien qu'à La Réunion, on a désormais un recul avec une communauté scientifique qui est mobilisée sur ces sujets et qui préconise des choses. On voit très très bien qu'en Polynésie française, on a en résidence des chercheurs qui travaillent sur cette biodiversité-là et qui cherchent justement à trouver des moyens différenciés de pister typiquement les requins qui sont des requins prédateurs. Moi, je vois bien, dans chaque territoire, on a des gens qui font des choses et c'est quand même encore redoutablement cloisonné. Et ça, il faut qu'on arrive à le décloisonner. Et le meilleur moyen que je puisse faire avancer les choses, c'est tout simplement de passer des commandes. Et typiquement sur le requin, je vous le dis, je ne l'ai jamais dit publiquement, je demandais à ce qu'on réfléchisse à non pas une stratégie requin, parce qu'elle en existe déjà. Je regarde Nassim Nadar, elle s'est beaucoup mobilisée sur ces sujets dans son territoire, y compris lorsqu'elle présidait le conseil départemental. Mais on doit pouvoir avoir des réponses plus globales sur les questions maritimes. Mais quand on dit la mer, ça veut, ma foi, tout dire et rien dire. L'univers est très vaste. Et la mer du président Artano entre Saint-Pierre et Miquelon présente des enjeux et des intérêts qui ne sont pas évidemment les mêmes que lorsqu'on est en Polynésie française. Bon, donc c'est là qu'il va falloir évidemment différencier tout cela. Madame la sénatrice Jasmin, alors travailleurs indépendants, il faut nous faire remonter les cas pratiques, parce que on a fait très attention à ce qu'ils soient éligibles au PGE, au fonds de soutien. Quand ils ont un peu de quelques salariés, évidemment, ils sont éligibles au chômage partiel. Donc, sur la partie solidarité et gestion de l'urgence, normalement, le compte y est. Après, il va falloir raisonner par secteur. Je pense que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui va faire les choses. Vous voyez, on a fait un choix, enfin, j'ai fait un choix et ça a été validé, de quand même de faire très très attention au secteur du BTP. Et pour cause, en milieu insulaire, c'est souvent quand même le tourisme et le BTP qui ne sont pas les seuls secteurs économiques, mais enfin, ils tiennent quand même une large partie de l'économie et surtout de l'emploi que l'on peut connaître sur les différents territoires. Bon, qui dit BTP dit commande publique. Qui dit commande publique dit commande publique de l'État et commande publique des collectivités territoriales. Enfin, on peut retourner tout dans tous les sens, mais enfin, c'est quand même... après, il y a quand même le marché des particuliers, mais enfin, c'est pas le marché des particuliers qui va faire redémarrer le BTP. Il faut que l'acheteur public
et ça je l'ai dit avec beaucoup de force en Martinique notamment, on a réuni l'ensemble du monde économique, il faut que dans les territoires, les acheteurs publics aussi soient très vigilants à la manière dont ils vont rédiger les cahiers des charges, comment ils vont attribuer les marchés, quelle place on donne aux petits indépendants, aux petites structures dans la commande publique. Moi, si j'ai souhaité, quand j'étais ministre en charge des collectivités territoriales, et Édouard Philippe avait validé le principe de sortir cette fameuse décile exceptionnelle, la décile, c'est à la main des préfets dans un dialogue opérationnel avec les élus, quelle que soit la collectivité territoriale. Alors, soit on fait des grosses sommes pour des gros chantiers, ça profite à un certain réseau d'entrepreneurs, soit on est sur une stratégie de petits travaux. Dans les communes rurales, ça fonctionne d'ailleurs très très bien, les petits travaux d'entretien, etc. Et ça nous permet d'intéresser directement un réseau économique de proximité. Mais on ne peut pas dire qu'il faut donner beaucoup de décentralisation et beaucoup de confiance au territoire. Ce n'est pas le ministre qui peut choisir les entreprises qui vont travailler. Ça, je ne ferai pas ça. Donc, par définition, on met de l'argent sur plan séisme anti, on met de l'argent sur les réseaux, on l'a dit, pour l'eau, j'y reviendrai tout à l'heure. Les réseaux d'eau, par définition, ce sont des travaux qui peuvent être effectués par des familles d'entreprises, des regroupements d'entreprises. Et ça, évidemment, il faut le monitorer. Et si c'est le boulot de l'État, donc le gouvernement et le Parlement, que de débloquer des sommes pour les différents territoires, ensuite, évidemment, dans une notion très décentralisée de tout cela, c'est évidemment quand même aux élus locaux de veiller à ce que tout le monde soit intéressé. Fonds Barnier, vous avez raison, des mesures déjà d'assouplissement ont été prises dans les différentes lois de finances. Je crois d'ailleurs que le sénateur du Nord, Marchand, avait déjà procédé à quelques amendements en la matière pour permettre à des particuliers d'utiliser plus facilement le fonds Barnier. En fait, il y a encore deux sujets qui sont devant nous. Je l'ai vu en Martinique récemment. Il y a l'utilisation du fonds Barnier en tant que tel. Et d'ailleurs, il y a l'utilisation préventive et l'utilisation curative, en quelque sorte. Il faut déjà traiter un risque. La maison n'est déjà plus du tout habitée et on est déjà dans la logique on arrive après, puis il y a la logique on arrive avant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des glissements de terrain importants et donc il va falloir sécuriser toute une zone. C'est pas tout à fait la même manière de s'en servir. Et quand on est en curatif, c'est la coordination entre le fonds Barnier, les assureurs et l'OFSOM, le fonds de solidarité outre-mer, qui est un fonds qui dépend de mon ministère. Je suis très direct là aussi. Moi, je suis très très attentif à la solidarité nationale. Je ne veux pas non plus qu'on se substitue aux assureurs. Enfin, si nos concitoyens, si les collectivités locales, si l'État paye des polices d'assurance, c'est aussi à un moment donné pour que quand même les assureurs fassent leur travail. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, et je trouve qu'on les brocarde parfois trop vite. Mais il faut bien faire attention à qui fait quoi. Donc le fonds Barnier, il faut bien aussi le réorienter sur ce qui est important, parce que je vois bien la tentation, c'est de mettre le fonds Barnier à toutes les sauces. Parce c'est un fonds qui est populaire, utile, efficace, mais il faut faire aussi attention à la manière dont on l'organise. Mais là aussi, si on travaille sur les risques naturels outre-mer, on ne pourra pas travailler sur ce sujet sans évidemment parler du fonds Barnier. L'eau en Guadeloupe, sujet qui m'est connu puisque j'ai commencé à travailler sur ce dossier comme secrétaire d'État à l'écologie, puis ensuite comme ministre en charge des collectivités territoriales, puis maintenant aux outre-mer. Bon, moi j'entends ce que vous dites, mais je vais redire publiquement pour la délégation aux Outre-mer ce que j'ai dit aux parlementaires et aux élus de la Guadeloupe, et je regarde Dominique Théophile, lorsque je me suis déplacé pour la Saint-Sylvestre. La loi n'est pas obligatoire pour arriver à créer une structure unique. Mais pour qu'il y ait une structure unique, il faut que tout le monde soit d'accord. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas tout le monde moins un EPCI. Voilà, il ne faut pas vous dire mieux. Au milieu insulaire, par définition, l'interdépendance des réseaux d'eau, c'est une évidence, mais donc l'unicité du syndicat, c'est le meilleur moyen de mener les opérations d'investissement qui vont bien pour l'avenir. Il y a des doutes sur les questions des reprises de dette, je peux le comprendre, mais quoi qu'il arrive, la dissolution du SIAG, elle amènera de toute façon à un retour de la compétence aux EPCI, tout simplement parce que, je regarde les sénateurs qui ne sont pas guadeloupéens, on sait très bien que ce sont les EPCI qui sont compétents en matière d'eau, et que d'ailleurs, après, ils peuvent le déléguer à un syndicat. Mais il n'en demeure pas moins que l'Assemblée délibérante, qui est légitime pour traiter des questions d'eau, c'est l'Assemblée délibérante de l'EPCI, en Guadeloupe comme ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison de regarder les choses différemment. Donc, moi, mon objectif, il est assez simple, c'est que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens aient de l'eau. Et j'ai le sentiment qu'on a déjà laissé beaucoup de temps.
Parfois, quand on est ministre, on arrive, on découvre un dossier, on n'a pas forcément l'antériorité. Ça fait 3 ans et demi que je suis ministre, ça fait 3 ans et demi qu'on en parle. Alors, soit on dit que c'est important, et on avance, soit on dit que c'est moins important parce qu'il y a des échéances électorales au mois de juin, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je vous le dis comme je le pense, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et je salue, moi, les efforts, je l'ai dit publiquement, les efforts qui ont été faits dans le passé. Je sais que Victorin Lurel, en tant que ministre, en tant que président du conseil régional, avait fait avancer les choses. La présidente du conseil départemental est mobilisée aussi sur ce sujet. Je n'ai pas pu discuter avec le président Harry Chalus lors de ma dernière visite. J'espère pouvoir le faire bientôt. Mais je souhaite vraiment qu'on avance sur ces questions de l'eau. Il y a urgence. Mais une fois de plus, je ne suis pas têtu. Si on a un accord de tous les EPCI pour faire une structure unique, en Guadeloupe comme ailleurs, il n'y a pas besoin d'une loi pour faire un syndicat unique avec tous les EPCI. S'il manque un EPCI pour des questions qui sont des questions légitimes telles qu'elles sont posées d'ailleurs par le président de cet EPCI, parce qu'il ne le fait pas pour de mauvaises raisons, l'initiative du sénateur Théophile, ici présent, de déposer cette proposition de loi est une proposition de loi qui méritera en tout cas d'être discutée dans l'hémicycle, parce qu'elle viendra quand même répondre à des questions qui sont soulevées par nos concitoyens. Voilà, je ne veux pas monopoliser le sujet sur la question de l'eau en Guadeloupe, on aura l'occasion de le refaire. Moi, je suis têtu sur aucun moyen pour y arriver. Je veux juste qu'on ne soit pas dans le statu quo et qu'on avance. Ça, j'y crois beaucoup. On a mis beaucoup d'argent sur le plan ODOM, on remet beaucoup d'argent avec le plan de relance. D'aucuns diraient que c'est pas assez. C'est peut-être pas assez, mais enfin, moi qui suis aussi un peu élu local sur les bords, je crois qu'on est tous attachés dans cette maison qu'est le Sénat à un principe qui est l'eau paye l'eau. En tout cas, j'ai toujours entendu ça. En tout cas, j'ai jamais entendu un sénateur qui disait qu'il fallait recentraliser l'eau. J'ai jamais entendu un sénateur dire qu'il fallait revoir la notion de l'eau paye l'eau et qu'il y avait quand même un modèle auquel on était tous attachés dans cette maison, me semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire. Faut qu'on garde l'eau paye l'eau. En Guadeloupe, il se trouve que le contribuable paye l'eau et comme l'usager paye non seulement sa facture d'eau, mais il repaye en plus par ses impôts. Parce que l'État, c'est nous tous. Donc ça, c'est bien pour les gestions d'urgence, pour le rattrapage, mais évidemment, ça ne pourra pas être un modèle où l'État supporte tous les travaux de réseau d'eau en Guadeloupe pendant des années. Donc moi, je suis attentif à ne pas laisser ça à mes successeurs, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et je veux quand même qu'on avance. Après, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je ne fais pas bien les choses, je veux bien tout entendre, mais en tout cas, je veux que ça avance. D'ailleurs, je ne dis pas que vous ayez dit ça, Madame la sénatrice Jasmin, je l'ai bien entendu. Peut-être qu'à travers vous, je m'adressais à d'autres, en fait. D'ailleurs, je crois que j'en suis sûr. Je crois qu'à travers vous, j'étais en train de m'adresser à d'autres. Monsieur le sénateur Dennemont, sur le logement. Bon, je ne reviens pas sur le volet financier. Merci le caractère bref de la question. Je vais essayer d'être aussi efficace que vous. Les questions financières sur le logement, on en a beaucoup parlé pendant la loi de finances. C'est la question de la LBU. On ne recommence pas sur les sous-consommations, etc. D'autant plus que là, on le voit bien, sur l'année 2020, on a un niveau de consommation qui est tout à fait convenable, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des reventilations de crédit, des projets se sont quand même débloqués. Le fait aussi de ne pas avoir confiné comme partout, de ne pas avoir fait la gestion du Covid comme partout, je le dis pour les sénateurs hexagonaux, fait aussi qu'on a des effets qui ne sont pas tout à fait à regarder de la même manière, et pour cause, il n'y a pas eu les mêmes mesures de freinage, donc ça a permis quand même d'avancer sur les sujets. Non, si je devais retenir trois sujets sur lesquels il faut continuer d'avancer sur le logement, 3 sujets sur lesquels on ne va pas se raconter d'histoire, ils sont parfois bien souvent les sources du retard en investissement, plus que des questions de manque d'argent. Le premier, c'est inévitable, de nouveau, c'est la question de l'ingénierie. Bon, ça a été largement traité, je ne m'y attarde pas. On met des moyens dans le cadre du plan de relance sur l'ingénierie territoriale, d'ailleurs des collectivités. 30 millions d'euros de mandats donnés à l'AFD qui va permettre de renforcer justement les moyens des différentes collectivités. Okay. Il y a la question de la gouvernance. J'ai pu m'en rendre compte à la Réunion dans votre département. On a quand même parfois des problèmes d'alignement de planète, région, département, EPCI et bailleurs sociaux. Et ce n'est pas une critique, une fois plus. Une fois j'ai dit ça, on dit d'abord vous montrez du doigt les élus locaux. Non, je suis trop sénateur pour faire attention à ça. Donc je dis juste que non, il y a des problèmes de gouvernance tout simplement, et je pense qu'il faut le dire. Et le troisième, on est en train de le régler, notamment les travaux de Serge Etchimi ont permis de le faire, mais c'est la question bien sûr du foncier. Voilà. Alors, soit du foncier par les problèmes d'indivision,
sur les volets succession, etc. Des choses ont été faites, ça produit des effets. Soit du foncier parce qu'on revient au risque naturel ou à la logique d'occupation des sols, ou aux outils, et vous avez vu dans le PLF, comme à Mayotte et en Guyane, on remet des moyens pour les EPF, qui sont des établissements publics fonciers qui évidemment produisent des outils pour faire des choses qui nous permettent d'avancer. Donc gouvernance, ingénierie, foncier, avec un peu d'argent en plus, entre nous, j'ai bon espoir que ça produise des effets. Bon, après, il faut évidemment se déployer sur l'affaire. C'est 18 millions d'euros en plus qu'on met sur la LBU cette année. Or, les crédits, par ailleurs, du plan de relance sur un certain nombre de sujets. Donc, entre ça, la rénov', on devrait quand même arriver à sortir quelque chose, à mon avis, pour l'année 2021. Sur le sénateur Théophile. Alors, octroi de mer, Commission européenne. Les choses sont encore en cours. On a des échanges opérationnels avec la Commission sur ce sujet. Ça peut faire l'objet d'ailleurs là aussi de discussions ou d'échanges ad hoc en la matière. Nous, on attend une décision du Conseil globalement avant la fin du mois de juin. Donc tout ça va se jouer dans le cadre de ce semestre. La Commission devrait prendre la parole et nous donner des choses aux alentours du mois de février. Et en fonction de ce qu'il sortira, tout ça pourra donner lieu à une transposition en droit français avec le PLF 2022. Ça, c'est pour répondre à votre question sur le calendrier de cette affaire-là. On ne refuse pas tous les bouger, comme vous le savez, parce qu'il y a des propositions d'évolution dans le cadre de l'octroi de mer qui sont des choses qui sont parfois attendues. Je pense notamment parfois aux productions dites locales. C'est quand même très compliqué parfois d'expliquer qu'on fait peser de l'octroi de mer, qui est une barrière douanière de protection, sur des biens qui ont été produits sur les territoires concernés. Appliquer une barrière douanière à un produit endogène, c'est pas quand même tout à fait spontané en termes d'explication. Moi, je vous le dis comme je le pense, je redis à chaque fois ce que le président de la République avait dit lors du grand débat. S'il y a une volonté des territoires d'avancer sur une réforme de l'octroi de mer, le gouvernement sera à la disposition des élus qui voudront avancer sur ce sujet. À chaque fois, j'ai un succès limité quand même quand je dis ça. Et je comprends parce que derrière, ça pose des questions d'organisation des marchés, de l'offre et la demande. Ça renvoie aux questions évidemment de vie chère par ailleurs, on le sait bien. Puis ça renvoie surtout à la question des recettes des collectivités territoriales, qui n'est pas un petit sujet. Donc voilà, moi sur l'octroi de mer, je suis vigilant. En tout cas, on tiendra au courant l'ensemble des parlementaires ultramarins des différents niveaux de discussion que nous avons avec la Commission européenne. Le rapport qui avait été commandé sur l'avenir et les perspectives positives à donner sur la faculté de médecine aux Antilles a été retardé à cause du Covid, tout simplement. Et donc normalement la mission sera déclenchée avant le mois de mai. Là aussi, je vous propose de tenir au courant les parlementaires de Martinique et de Guadeloupe, d'ailleurs en effet de Ricochet, Saint-Barth évidemment et Saint-Martin, de vous tenir au courant du calendrier qui va être retenu précisément. Mon cabinet le fera, mais pas de changement de commande pour répondre à votre question, monsieur le sénateur Théophile. Il n'y a pas de changement de pied ou de changement d'avis, c'est juste que le Covid a ralenti les choses. Alors, monsieur le président Patient, alors vos quatre petites questions n'en sont absolument pas petites, donc elles mériteraient pratiquement un développement de chacune d'entre elles. Covid, nouvelle mesure en Guyane, je serai amené à m'exprimer, en tout cas le préfet sera amené à s'exprimer dans les heures qui viennent, et j'appuierai évidemment ce qu'il mettra en œuvre. Bon, j'essaie de tenir l'équilibre entre l'activité économique anthropique et évidemment la protection sanitaire de nos concitoyens, cela va sans dire. La deuxième des choses, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'appliquer les mêmes mesures de freinage dans Cayenne ou à Papaicheton, est-ce que ça a du sens? La réponse est non. Bon. Est-ce que néanmoins on va être obligé de resserrer le couvre-feu? Je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, personne ne le comprendrait. Aujourd'hui, on a un système différencié de 3 zones. 3 zones. Une zone sans couvre-feu, une zone avec un couvre-feu qui démarre plutôt en première partie de soirée, on l'a avancé de quelques heures il y a maintenant quelques jours, et un couvre-feu qui démarre en nuit profonde. Bon, je vois bien comment il va falloir qu'on aille vers
désormais tout simplement 2 zones. Un couvre-feu qui démarre en fin d'après-midi, début de soirée, et un couvre-feu qui démarrait en nuit profonde. Il va falloir qu'on organise davantage des choses comme ça. Se pose la question du dimanche, sur lequel il me semble qu'il va falloir prendre des mesures de freinage. Si vous voulez, pour répondre très directement à la question, on a des taux d'incidence qui ne sont pas bons, mais on a un système sanitaire qui tient parce que on n'est pas enfin je regarde même la sénatrice de la Guyane, on n'est pas en situation de saturation. Mais je le dis à l'opinion publique et à celles et ceux qui nous écouteront après coup, n'attendons pas d'avoir des lits de réa saturés pour prendre les mesures qui s'imposent. Jusqu'à présent, c'est pas comme ça qu'on a fait, et c'est parce que dès qu'on a la courbe qui commence à monter, on prend la courbe et on l'écrase. Et comme on est dans des territoires justement différenciés, on arrive à le faire. Et puis pour répondre à l'autre question que vous avez posée, évidemment, on va renforcer le contrôle à la frontière. Cela va sans dire, parce qu'on a beaucoup trop de circulation. On pense à la circulation irrégulière. Pardon, on a aussi des circulations régulières de nos concitoyens qui cherchent à échapper aux mesures de freinage sur notre territoire et qui vont goûter le carnaval autorisé du Suriname ou du Brésil. Bon, enfin, pardon, mais la circulation du virus, elle est tout aussi impressionnante sur ces territoires-là. Et en plus, il y a la question du variant, des autres variants qui va s'inviter. Donc évidemment, il va falloir prendre des mesures à la frontière. Je laisserai le préfet détailler les choses en lien avec l'ARS. Je pense que tout ça avait frappé du coin du bon sens et qu'il nous faut évidemment arriver à tenir l'épidémie pour ne tout simplement pas être en situation de reconfiner. Je pense qu'il faut redire les choses avec beaucoup de simplicité. Ce sont des mesures qu'on durcit, mais on ne reconfine pas comme on a pu confiner la Guyane par 2 fois. Hein, donc je tiens cette ligne-là. En revanche, évidemment, il faut que tout le monde fasse des efforts. J'aimerais quand même remercier les restaurateurs, parce que je trouve qu'à La Réunion, enfin dans tous les territoires dans lesquels ils sont ouverts, on a quand même globalement des gens qui sont responsables, qui tiennent les protocoles sanitaires. Je ne vous cache pas que j'ai donné des instructions très claires au préfet de procéder aussi aux fermetures administratives de celles et ceux qui, eux, ne montrent pas l'exemple, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et on l'a bien vu sur le 31 décembre, sur lequel on avait durci un peu les choses, comme sur les fêtes et la saison touristique. C'est un peu tôt pour dire que la période touristique n'a pas eu d'impact sur le volet sanitaire. Mais enfin, si on regarde les taux d'incidence, ils sont quand même très bas. Ils sont toujours en dessous de 30. Hier, en Martinique, ils avaient même plutôt tendance à se tasser. Ça veut dire que globalement, on a pu tenir une saison touristique sans avoir un taux d'incidence qui redémarre. Mais ça tient qu'à une chose. Hein. C'est parce que hôteliers, restaurateurs, les professionnels du tourisme ont trop compris que le risque de reconfinement ou de fermeture de ces activités était majeur. Et donc, ils ont tenu les choses. Là, on a un devoir collectif, pas que moi, c'est évidemment de continuer à rappeler ça, parce qu'il ne faut pas qu'une mauvaise routine s'installe. Et en Guyane, c'est ce qu'on a commencé un tout petit peu à avoir, non pas de la part des professionnels, mais au fond, on croyait que l'épidémie était derrière nous et que c'était pour les autres. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La réforme du code minier en 30 secondes. Si la ministre Pompili a annulé sa visite, c'est eu égard aux mesures qu'on va annoncer sur le terrain sanitaire. Donc elle ne l'a pas annulé pour un problème de fond ou pour un problème lié au code minier. Je pense que la préfecture et les services de l'État et les services de police et de gendarmerie sont largement mobilisés pour faire respecter les mesures que nous allons prendre. En plus, devoir protéger une visite ministérielle ne nous paraissait pas respectueux des équipes du territoire, et la ministre d'elle-même a jugé bon non pas d'annuler sa visite, mais de la décaler. Et donc évidemment, le programme sera repris en tant que tel sur les questions minières. Là, sur les questions aurifères, moi je me suis exprimé de nombreuses fois. On tient la ligne sur les grands projets non respectueux de l'environnement et sur lesquels les garanties ne nous semblent pas remplies. C'est le cas désormais emblématique et connu de Montagne d'Or. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas une filière aurifère qui s'organise, qui est organisée, avec des gens qui veulent aussi développer des mines beaucoup plus responsables par rapport à ce que l'on peut voir dans les pays de la zone. On a des structures minières qui peuvent être à taille humaine. On a des gens qui luttent contre le travail illégal. Enfin, il y a beaucoup de choses sur la question aurifère sur lesquelles il faudra y revenir, mais je n'ai pas le temps de le faire. Sur les contrats quorum, je ne reviens pas sur les principes. Je pense que désormais ils sont connus de l'ensemble des parlementaires. Je ne vous cache pas qu'il faut qu'on réussisse l'exercice en 2021, Monsieur le Président Patient, parce que tout ça est observé. Et évidemment, notre capacité à réussir l'exercice en 2021 nous permettra derrière de démultiplier cette affaire. Qu'est-ce que je peux vous dire de nouveau ? Les sommes, vous les connaissez, j'y reviens pas. Non, ce que je peux vous dire qu'on n'a jamais dit, c'est que 30 communes ont été présélectionnées
sur la base de 2 critères. Le premier critère, c'était qu'il y avait une saisine de la Chambre régionale des comptes avec une expertise en cours. Et la deuxième des choses, c'est que le déficit structurel était impossible à résorber en seulement 2 exercices. Avec ces 2 critères-là, CRC plus 2 exercices budgétaires compliqués, on a globalement une 30 communes qui pouvaient être présélectionnées. Sur ces 30 communes, on en ressort du filtre 12 communes de Guadeloupe, 6 de Martinique, 9 de Guyane, 2 de Mayotte et 1 de La Réunion. Donc, j'ai saisi chacun des maires. Je me concentre sur les communes, parce que je pense que c'est là où il faut qu'on soit le plus performant pour arriver à redresser les choses. Je leur ai écrite tous, rien d'obligatoire, expérimentation, volontariat, donc à ces maires de faire acte de candidature. Et l'idée, c'est de travailler sur 10 communes, sur ces 30, et de mettre le paquet sur ces 10 communes pour essayer de trouver le bon système, l'accompagnement, la facturation, bref, je ne recommence pas, vous connaissez par ailleurs l'exercice. Je crois que j'ai oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère en tout cas. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons encore 6 sénateurs, sénatrices qui sont inscrits. On va commencer tout de suite par Monsieur Mohamed Soleili. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présence. Meilleurs vœux, puisque nous sommes encore dans les temps. J'ai 3 questions précises. La première, c'est sur la crise du Covid et le variant 501. J'ai barré Afrique du Sud, puisque désormais il faut l'appeler variant 501, qui a pénétré l'océan Indien. Et dans les 2 départements français, pour l'instant, nous devons montrer de la vigilance, mais ce virus fait des dégâts d'ores et déjà dans l'île comorienne Moélie. Le maire de la capitale, Fomboni, en est décédé. Et la population moélienne est en train de vivre sévèrement cette crise. Et si j'en parle, c'est que, vous le savez, des Comores à Mayotte, c'est très facile d'entrer par la voie clandestine. Et c'est ma plus grande crainte, parce que par les voies régulières, les choses ont été bien gérées avec la mise en place en très peu de temps d'un centre de dépistage à l'aéroport de Dzaoudzi, mais c'est par la voie de l'immigration clandestine avec ces populations qui sont en manque de soins. Et quand c'est comme ça, eh bien, le premier réflexe, c'est d'aller vers les territoires français du coin, et celui qui est le plus à portée, c'est Mayotte, mais aussi la Réunion n'est pas épargnée. Quelles mesures le gouvernement peut prendre d'urgence pour protéger les populations françaises de l'océan Indien? À l'occasion de la première vague, un bâtiment militaire avait été envoyé pour ravitailler. Est-ce qu'un bâtiment militaire pour dissuader, pour lutter plus efficacement contre les risques de pénétration irrégulière n'est pas envisageable? Deuxième, hier j'ai entendu le professeur Defrécy dire qu'il fallait restreindre les relations entre l'Hexagone et ces 2 territoires. J'espère qu'il n'a pas voulu prendre ça au premier degré, parce qu'au contraire, il faut affermir ces liens et montrer à nos concitoyens de l'océan Indien que l'État est là et va répondre à la menace présentée par ce virus. Donc ma deuxième question, c'est sur l'eau. Vous connaissez également, Monsieur le Ministre, la problématique de la crise de l'eau à Mayotte. Hier, les restrictions se sont arrêtées parce que la saison des pluies est venue pour remplir les retenues, mais chaque année, on ne va pas recommencer la même crise. Et il y a une 3e retenue collinaire qui est programmée depuis des années et qui ne voit pas le jour.
il faut qu'on se dise les choses, vous le savez, il y a un problème de gestion de l'EPCI. L'équipe actuelle, depuis juin, prend les choses plutôt par le bon bout. C'est une équipe rigoureuse, sérieuse. Le président est un ancien maire qui a été réélu, qui est quelqu'un de très sérieux. Donc là aussi, quelles mesures le gouvernement entend prendre sans pénaliser l'équipe actuelle, parce que elle fait plutôt montre de bonne volonté et les premières décisions qui ont été prises vont dans le bon sens. Mais comment l'État peut accompagner les élus à surmonter la problématique de l'eau avec l'équipe actuelle et sans la pénaliser. Et enfin, une troisième question sur la piste longue. Le président Macron, après plusieurs tergiversations des présidents et gouvernements précédents, est venu en octobre 2019 pour acter la construction de la piste, de l'allongement de la piste d'aviation. L'enjeu est quand même de taille pour ce territoire puisqu'il en va de son désenclavement. Or, récemment, la semaine dernière, des problèmes environnementaux ont été mis en avant. S'il y a un projet d'envergure de cette taille sans problème environnemental, dites-le-moi, comme le disent, ça se saurait. On les connaît, ces problèmes environnementaux. Il y a d'autres chantiers ailleurs en comparaison de cette piste qui sont pharaoniques et pourtant on a dépassé ce laïus de problèmes environnementaux. Donc, est-ce que vous pouvez rassurer les Mahorais que, conformément à la promesse du président de la République, et nonobstant les problèmes environnementaux que je ne néglige pas, mais ils doivent trouver des solutions, les Mahorais ne seront pas pénalisés par ce projet très attendu pour désenclaver et contribuer au développement de l'île. Voilà mes 3 questions. Merci. Alors, il nous reste encore 8 inscrits pour des questions. Donc, je vais simplement vous demander aimablement de commencer à tasser un petit peu vos interventions, aimablement, pour permettre au ministre de pouvoir y répondre et surtout pour vous permettre à toutes et tous de pouvoir interpeller le ministre ce matin. Madame Petrus. Oui, je disais donc que ma question portera sur le RSA. Lors de sa venue fin septembre 2018 à Saint-Martin, le président de la République avait confié être favorable à revoir les modalités de gestion et d'attribution du RSA et des prestations sociales à Saint-Martin, comme l'a demandé la collectivité. Donc, l'objectif poursuivi était que le RSA soit dépensé en partie française et non en partie hollandaise ni envoyé à l'étranger. La loi de finances pour 2019 prévoyait bien l'expérimentation de nouveaux modes de délivrance du RSA sous la forme d'un titre de paiement à partir du 1er juillet 2019 en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. Ce titre devrait être matérialisé par une carte de paiement prépayée permettant une aide d'urgence démonétisée, à l'instar de la carte Cohésia que nous avons eu, un système que nous avons instauré après l'ouragan Irma. Alors, le gouvernement a décidé de mettre en premier lieu cette expérimentation à Saint-Martin et un projet de décret fixant les modalités de réalisation de l'expérimentation a été transmis au Conseil d'État. À la fin du mois de mai 2019, malheureusement, le Conseil d'État a considéré que la démonétisation du RSA ne répondait pas à l'objectif principal poursuivi par ce dispositif social qui vise à assurer aux bénéficiaires un revenu minimum de subsistance. Alors, Monsieur le ministre, devons-nous faire le deuil de cette démonétisation ? Et donc, dans ce cas, il resterait la possibilité pour l'État de confier la compétence normative à la collectivité de Saint-Martin. Ma question est simple, l'État acceptera-t-il de nous accompagner rapidement si la collectivité accepte de se saisir de la compétence normative? Merci. Madame Micheline-Jacques. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi de vous adresser mes voeux sincères ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,
puisse cette nouvelle année nous engager vers un avenir résilient. J'aurais également une question sur l'éducation et la formation. L'article 51 de la loi Égalité réelle Outre-mer encourage en effet à la création d'une chaire d'excellence qui a fait l'objet d'une mission confiée à Ferdinand Melin-Soukramanière auprès du délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Je suis consciente des urgences que vous avez eu à gérer depuis votre nomination, mais il s'agit là d'un enjeu à long terme qui me semble lui aussi urgent. Des compétences et des expertises seront encore plus nécessaires pour repenser les Outre-mer à la sortie de la crise, et vous connaissez le déficit de connaissances des Outre-mer. Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement de ce projet, le cas échéant? Merci. Merci. Président Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais d'abord démarrer par une petite remarque sur la question de l'eau paye l'eau, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit moment que l'eau ne paye pas que l'eau, notamment via les agences de l'eau et notamment l'Office de la biodiversité. Et voilà, donc ce qui est pas illogique d'ailleurs, mais et donc justement, ça me permettait d'aborder cette question de la biodiversité. On a eu le sommet lundi par le président de la République, l'UICN à Marseille en septembre, enfin, si les conditions sont réunies, la COP15 sur la biodiversité en Chine. Enfin, on voit qu'on est sur une année très forte en termes de biodiversité, et ce qui est plutôt une bonne chose. On avait pu aborder ce sujet lors du dernier budget, enfin dans les débats sur le budget, et notamment sur le fait que l'argent et les financements liés à la biodiversité dans les territoires d'outre-mer en fait étaient difficiles et avaient une lisibilité assez complexe, puisqu'ils étaient assez répartis dans différents ministères, et donc d'avoir peut-être une réflexion pour qu'il y ait à la fois une meilleure visibilité et qu'on puisse réellement savoir voilà, qu'est-ce qui est défini en termes de moyens sur la biodiversité à destination des Outre-mer. Et puis une autre question, puisque le président a rappelé qu'on allait entamer des travaux sur la question du logement avec mes collègues Victorien Lurel et puis Micheline Jacques. Donc avec différents... Voilà, on s'est réparti le travail avec une question sur l'aspect du logement social. Mais c'est vrai que moi je m'intéressais particulièrement, et vous avez parlé de la relocalisation de l'agriculture et de voir comment on pouvait relocaliser et avoir une agriculture et une alimentation plus locale. Et je pense que sur la question du logement, on peut avoir cette même réflexion sur la question des matériaux de construction et de retravailler autour de l'artisanat local et je dirais en fait imaginer le logement de demain. Et quand on réfléchit à ça, on s'aperçoit qu'on bute aussi sur toutes ces nouvelles formes d'habitat, sur beaucoup de normes, de réglementation. Et donc, il y a un ménage, en tout cas un travail à faire là-dessus. Et donc, voilà, au cours de ces travaux, on aura besoin de vous pour travailler là-dessus. Merci. Merci. Et nous terminons cette seconde série d'orateurs avec Madame Guidez. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi, je ne reviendrai pas sur le sujet de l'eau, parce qu'à la Martinique, nous avons exactement le même sujet. Je suis retournée chez moi au Diamant pour 10 jours. Sur 10 jours, 2 coupures d'eau de plus de 12 heures. Donc j'imagine ce que malheureusement la population vit aussi au jour le jour. Je poserai donc plutôt une question de Gérard Podja, puisqu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Il m'a demandé de la poser. Donc c'est celle-ci. La campagne de vaccination dans les Outre-mer pose la question du financement de cette campagne, notamment pour les collectivités qui ont la compétence en matière de santé publique, comme c'est le cas de la Calédonie. Il pense aussi pour la Polynésie, à confirmer avec l'ANA Tuatani. Lors du PLF, en réponse à des interpellations dans le cadre parlementaire, le ministre a réitéré l'engagement qu'il avait pris lors de son déplacement en Calédonie que l'État examine les dépenses sanitaires liées à la crise du Covid qu'il pourrait prendre à sa charge pour soulager ces collectivités face aux coûts exorbitants que représente l'aspect sanitaire de cette crise, en plus de l'aspect économique et social. Aussi, Monsieur le Ministre, confirmez-vous que la campagne de vaccination serait bien prise complètement en charge par l'État dans les collectivités du Pacifique? Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. De nouveau, je ressors mon peigne. Alors, allons à Mayotte d'abord. Variant 501.
qu'est-ce qu'on est en train de faire? Première chose, déjà, on est en train de mesurer. L'OMS a fait une campagne de test aux Comores, à Moïli évidemment en particulier, puisque c'est là où les craintes sont les plus fortes, vous l'avez rappelé. Et l'Agence régionale de santé de Mayotte, sous la direction et l'autorité de la ministre Dominique Voynet, a mené également une campagne de tests pour voir un peu l'évolution du virus. On va avoir assez rapidement ces résultats, désormais. En clair, entre demain et la fin de semaine, en tout cas, j'ai bon espoir. Comme pour tout le reste, évidemment, on en fera complètement transparence. Dès qu'on sait quelque chose, évidemment, on le dit. L'idée, évidemment, c'est de prendre des mesures pour protéger. Moi, j'aime bien votre formule. Enfin, le professeur Delfrécy a dit qu'il fallait effectivement restreindre les liens. Non, il faut les affermir pour mieux se protéger. Je le dis, à côté de moi, j'ai un sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon qui vit dans un territoire en septaine. On ne peut pas dire que ça a distendu les liens entre la République, l'Hexagone et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais évidemment, l'insularité permet quand même parfois de prendre des mesures de protection qui peuvent être adaptées à chaque territoire. Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux quand même préparer l'opinion publique parce que c'est mon devoir, et en ricochet, c'est le vôtre, évidemment, en tant qu'élu de la République, en se disant que si le virus variant 501 devait circuler aux Comores, évidemment, cela nous conduirait à prendre des mesures de protection encore plus importantes. Alors, c'est pour ça que rompre les liens, non. Prendre des mesures pour nous protéger collectivement, oui. Vous avez raison de m'emmener sur ce terrain-là, parce qu'il ne faut pas se méprendre sur nos attentions. Quelles sont ces mesures de protection potentiellement? Déjà, certaines ont été mises en œuvre dès ce week-end, vous le savez, notamment sur les capacités à tester. Parfois, on a adapté les choses, le test avant le départ, mais pas au retour, ou unique. Bon, là, il est clair qu'on a demandé à ce qu'un certain nombre de liaisons avec des pays africains soient suspendues. Ça me semble évidemment de bon sens. Et on va systématiser les tests. On va aussi systématiser les tests, parfois à l'arrivée des Comores. Je le dis juste, évidemment, le sénateur connaît ces sujets par cœur, mais à Mayotte, aujourd'hui, il faut avoir son test effectué depuis les Comores et vous présenter le test que vous avez effectué. Ce n'est faire offense à personne que de dire qu'il y a un peu de fraude. Et que donc, désormais, on va tester à l'arrivée. Donc, on va commencer à mettre des choses qui vont être contraignantes parce que forcément, ça va créer un peu d'attente, des files, etc. Mais on va clairement renforcer la protection de nos frontières. Ça, on a commencé à le faire. Et on va continuer de le faire. Non seulement on va le faire entre Mayotte et les pays étrangers, donc Comores, puis bien sûr on va le faire entre la Réunion et Mayotte, tout simplement parce que la circulation du virus, notre capacité à créer des sas qui font qu'on s'assure que, évidemment, la circulation virale, elle est tenue et contenue. Alors évidemment, il y a quand même un droit constitutionnel de circulation des citoyens français, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, on peut quand même l'encadrer, et c'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise, l'encadrer par la systématisation des tests, antigéniques mais aussi PCR. Donc ça va aussi poser des questions sur notre capacité à monter encore plus davantage en puissance sur les tests PCR sur ces territoires, et notamment à La Réunion, qui peut être la base dans laquelle évidemment on organise les choses pour Mayotte également. Et puis des réflexions sur la table, évidemment, de mise en précaution sanitaire d'un certain nombre de personnes qui peuvent peut-être effectivement regarder à l'observance d'une septaine, par exemple, pour se mettre de côté pendant quelques jours, histoire d'être testé par 2 fois. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai moi-même fait une 14aine en Nouvelle-Calédonie et que j'ai montré l'exemple. Donc je pars du principe qu'on montre tous l'exemple. Le sénateur Artano, j'imagine, lorsqu'il est rentré dans son territoire pour les fêtes de fin d'année, lui-même a montré l'exemple en respectant, enfin, en tout cas je le pense. En tout cas, je vous assure que les préfets ont reçu consigne de vérifier et que j'ai eu la visite des gendarmes pendant ma septaine. Promis, c'est pas moi qui ai demandé. Mais en tout cas, on montre tous l'exemple et donc je pense, enfin, on va déployer ça dans les heures qui viennent, monsieur le sénateur. Mais voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose où on rompt les liens et non. Est-ce qu'en revanche, on va mettre tellement de protection aux frontières qu'il y aura des restrictions de circulation potentielles? Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que tout le monde le comprend. On va le faire Mayotte vis-à-vis des autres pays de la zone. On va le faire entre Mayotte et La Réunion. Et je le dis pour les sénateurs de La Réunion, on va aussi contrôler davantage les allers et les retours entre La Réunion et la métropole, enfin l'Hexagone, pardonnez-moi. Parce que
là évidemment il faut qu'on soit capable de tracer, de surveiller, et les tests PCR nous permettront de le faire, d'avoir aussi des taux de positivité, de les regarder. Bon voilà, c'est la stratégie que les préfets commenceront à déployer. Mais enfin, je recommence par là où j'ai commencé. Enfin, je termine par là où j'ai commencé. L'urgence, c'est d'avoir le résultat des tests réalisés par l'OMS à Mali et aux Comores. Les tests de mémoire sont partis au Kenya, à Nairobi, pour résultat. Et nous, c'est pour les tests réalisés par les autorités sanitaires françaises, c'est les équipes de Pasteur qui observent actuellement les résultats. Voilà, pour être complètement transparent devant le Sénat ce matin sur ces sujets. Sur l'eau, bon, merci pour ce que vous avez dit. C'est une compétence des collectivités territoriales. La comparaison entre Mayotte et Guadeloupe, pour le coup, n'est pas raison. Parce qu'en Guadeloupe, on produit suffisamment d'eau potable, mais on a un problème de distribution et de réseau. C'est un problème de fuite, si je devais mettre des mots grand public. Mayotte, on a une démographie très positive. On a des problèmes, certes, de réseau, mais on a des problèmes de production. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez d'eau. Donc merci pour la patience des Mahoraises et des Mahorais sur les tours d'eau. Enfin, ça produit ses effets, et vous l'avez dit vous-même, à partir de demain, ou dès aujourd'hui, je crois, en tout cas dans cette fin de semaine, on a ces tours d'eau qui vont cesser et un rétablissement progressif de la situation. 2, je suis d'accord avec vous. Moi, je tiens aussi à rendre hommage au président Fahardine de cette nouvelle structure. Tous les retours que j'ai du terrain ou de mon cabinet convergent pour dire qu'on a une équipe engagée, qui a envie de faire des choses, et il ne s'agit absolument pas de la pénaliser, bien au contraire. Maintenant qu'on a cette rencontre de bonne volonté, on va pouvoir effectivement remettre sur pied le syndicat. Moi, j'ai donné des instructions pour qu'on puisse travailler un pacte sur l'eau avec ce syndicat, entre l'État et le syndicat concerné, pour évidemment redresser les finances et accélérer les travaux. Je le dis pour le président Gontard, ça va me permettre de commencer à conjuguer les réponses. Ça va permettre aussi de travailler sur l'assainissement. Parce que parfois, on fait de grands discours sur la biodiversité, mais on oublie que la principale source de destruction de la biodive dans nos territoires ultramarins, c'est tout simplement les rejets des eaux grises ou des eaux noires dans le lagon ou dans les lagons, et qu'on ne soit pas capable de traiter de manière suffisamment satisfaisante l'eau. Je regarde la sénatrice de Saint-Barth. Un des grands enjeux que nous avons eu ces dernières années avec le président Bruno Magras, le frère du sénateur que vous connaissiez bien, le prédécesseur de Mme la sénatrice, c'était justement d'avoir une activité anthropique et touristique hôtelière dans lequel on était à peu près capable de savoir ce qu'on rejetait dans le lagon. Pareil à Bora Bora. Personne ne peut imaginer un développement touristique dans un lagon qui ne serait pas complètement transparent. Et donc ce que l'on va accomplir sur l'eau avec le syndicat à Mayotte vaut pour l'eau potable, vaut aussi pour l'assainissement. Alors c'est pas glamour, mais je reste quand même persuadé que mettre les questions d'assainissement dans le devant de nos affaires sur les financements et sur ce qu'on fait en matière de biodive pour conjuguer les deux réponses, à mon avis, c'est central. Enfin, on pourra toujours raconter tout ce qu'on veut sur la biodive, dès lors qu'on n'a pas réglé ce sujet-là, on sera toujours en peine de crédibilité, me semble-t-il. Donc, il s'agit d'avoir ce pacte, des mesures d'urgence, un audit du syndicat pour évidemment bâtir le plan de redressement, et puis derrière, évidemment, des choses sur la réalisation des équipements structurants, l'usine de dessalement, retenue d'eau, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, station d'épuration, et j'ai cru comprendre qu'un ambitieux plan de reboisement qui joue aussi sur la ressource en eau, était envisagé. Autant de sujets sur lesquels, évidemment, moi, je suis prêt à accompagner politiquement, en ingénierie et financièrement, parce qu'évidemment, ça fait partie des grands sujets qui nous préoccupent. On y reviendra lors de mon prochain déplacement à Mayotte, en fonction des conditions sanitaires, évidemment. Piste longue. Bon, c'est un sujet qui nous est bien connu maintenant, il n'y a pas de doute. Pour l'information de l'ensemble des sénateurs, pour comprendre la question du sénateur, c'est que on a effectivement l'autorité environnementale qui agit comme autorité indépendante. On a toujours du mal à le comprendre, mais comme vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne. A émis un certain nombre de réserves, on va le dire comme ça, sur l'agrandissement de cette piste longue. Pour nous, ça ne change pas notre regard sur l'opportunité de la réaliser et sur le bien fondé de vouloir cet investissement. Je le dis parce que j'ai vu dans la presse que quelques doutes ici ou là pouvaient être évoqués, donc ça ne change pas la position du gouvernement. Après, est-ce qu'on va enjamber les questions environnementales comme cela en s'en moquant? La réponse est non. Voilà. Donc il faut qu'on trouve désormais les solutions techniques qui évidemment vont entraîner peut-être des surcoûts et sur lesquels évidemment il faudra trouver des réponses dans la clé de financement pour répondre à ces surcoûts. Donc est-ce qu'on renonce au projet? La réponse est non.
Est-ce qu'on va enjamber les questions environnementales? La réponse est non. De toute façon, personne n'a envie d'aller en prison. Donc, par définition, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Mais ça me permet, grâce à vous, de réaffirmer l'engagement du président de la République et notre volonté d'y arriver. Je pense que j'ai répondu à vos 3 questions sur Mayotte et c'était important. Madame la sénatrice de Saint-Martin, merci de m'avoir accueilli chez vous il y a encore quelques jours. Sur la démonétisation du RSA, je crois que le Conseil d'État n'est plus du tout d'accord. Ça va aller sur le volet de l'expérimentation, mais sur quelque chose qui pourrait être pérennisé, mais vous l'avez dit vous-même dans votre question, tel qu'on le mène actuellement. Pour le coup, ça, on ne saura pas le faire parce qu'aux yeux du Conseil d'État, ça ne répond pas à la volonté initiale du législateur de devoir rendre accessible facilement un minima social d'accompagnement dans la pauvreté. Donc ça veut dire effectivement, ça pose la question de la prise de compétence sur le caractère normatif par les collectivités. Je n'ai pas parlé avec le président Gibbs quand je l'ai vu la dernière fois. Moi, je suis prêt à mettre ce sujet sur la table. Je vais être très direct et sans langue de bois. J'ai bien vu que la fermeture de la frontière entre Saint-Martin et Sint-Maarten, pour des raisons liées au Covid, évidemment, avait quand même montré quelques comportements. Et donc la question de la lutte contre la fraude au RSA, moi j'en fais un point majeur, une priorité majeure. On ne peut pas d'un côté solliciter la solidarité nationale et voir autant de gens qui en profitent. Alors évidemment, comme la présidente d'Indar, quand on a été président du conseil départemental, on a quelques sensibilités sur ces sujets de fraude au RSA. Donc là-dessus, évidemment, on vous accompagnera. Ça n'écrase pas le débat sur la recentralisation en Outre-mer du paiement du RSA. Ça a été fait à La Réunion, ça a été fait en Guyane, ça a été fait à Mayotte. Je sais qu'aux Antilles, des questions se posent. Là aussi, il faudra les traiter. Je l'avais dit d'ailleurs à Mme Borel-Lacertin et aux sénateurs de Guadeloupe, les 3 sénateurs de Guadeloupe, Dominique Théophile, Victorin Lurel et Victoire Jasmin, sur aussi les questions de recentralisation du RSA, évidemment, en Guadeloupe. La chaire, ça a été enfin tamponné à la fin de l'année 2020, peu de temps avant les fêtes de Noël. Et donc, on va pouvoir avoir une application de cette affaire attendue. J'en ai discuté avec Frédéric Mion encore il y a quelques temps pour le courant de l'année 2021. Donc, il faudra sûrement qu'on en fasse publicité et qu'on explique cette affaire, parce que de fait, je m'aperçois qu'on ne l'a peut-être pas fait assez. Monsieur le Président Gontard, j'accélère parce que je suis bavard. Sur la biodive, meilleure visibilité, vous avez raison, on a un sujet de décloisonnement. Beaucoup de gens font des choses très bien. Les collectivités, déjà, on l'oublie, mais enfin, elles lèvent l'impôt pour les ENS, notamment les départements ou les collectivités territoriales unifiées. Donc, quand même pas mal de choses qui sont faites sur les espaces naturels sensibles. C'est affaire remarquable. On ne peut pas ne pas citer les organismes de recherche et le monde universitaire. Et puis on a les opérateurs de l'État classiques. À La Réunion m'a été présenté ce que faisait l'ONF en matière de biodive. C'est absolument stupéfiant. Enfin, c'est bluffant. Après les grands incendies qu'on a pu connaître aussi ces dernières années, encore le plus récent sur lequel je me suis rendu, Maïdo, là aussi, la capacité à reconstituer les écosystèmes, on a un savoir-faire désormais qui est tout à fait bluffant. Donc en fait, c'est assez rageant parce qu'on fait des choses. À Miquelon aussi, Langlade, on m'avait aussi présenté des choses tout à fait significatives et qui n'étaient pas du tout anecdotiques. Je ne parle même pas de la question des récifs coralliens sur lesquels on commence désormais à avoir une maîtrise importante.